8 Français sur 10 déclarent en manger au moins une fois par an, avec des frites. Les moules sont le produit de la mer le plus acheté en France, devant les huîtres et le saumon. Bonjour messieurs, dames. La grande braderie de Lille illustre chaque année cette popularité avec 500 tonnes de moules dégustées en un week-end. On va en mettre encore un petit peu en haut là. Cale-la, tu vois, il faut qu'elle tombe dans le trou. Voilà, c'est bon. La plus courante, la Mytilus edulis, est la plus appréciée des Français. Carottes, chou-fleur, avocat, gelée de cidre. Ils en raffolent. C'est bon, c'est agréable. Synonyme d'évasion, de simplicité et de convivialité, ce petit fruit de mer est plus fragile qu'on ne le croit. L'histoire des moules commence ici, à Bruxelles, capitale de l'Europe, où l'on finit par oublier le ciel gris et les pavés mouillés dans une atmosphère feutrée au cœur de l'îlot sacré. Le restaurant Chez Léon. Il existe depuis plus de 100 ans et il est aussi célèbre que le Manneken-Pis. Les nappes sont en papier et la cuisine en prise directe avec la salle. Une belle frite s'il vous plaît, moule à la crème Tony. Ensuite 2 vins blancs, on va chez Omar. Omar, 2 vins blancs. 2 belles frites s'il vous plaît. 6 générations de Van Lancker se sont succédées à la tête du restaurant centenaire. C'est de père en fils depuis 6 générations. Vous avez Léon, Alphonse, Honoré, Georges, Rudy, Kevin Van Lancker. Kevin prendra bientôt la relève de son père, Rudy. Quand la moule est arrivée ici dans les années 30-35 et que le Belge a adoré, Alphonse, à l'époque, a décidé de mettre les moules à sa carte. Seulement, comme il était une friterie, il a dit moi la marinière, je vais l'appeler la spéciale parce que je vais la donner avec une frite. Si on me pose la question, l'histoire c'est ça en fait. C'est qu'aujourd'hui en Hollande, vous recevez ça avec du pain. À l'époque, nos casseroles de vin blanc, de crème et tout ça étaient servies avec du pain, mais la marinière, on l'a appelée la spéciale parce qu'on l'accompagnait d'une frite. Et de là est né le moule et frites. Je me souviens toujours, je raconte toujours cette histoire. J'étais en bas à une des tables qui se trouve au rez-de-chaussée. Je devais avoir 6-7 ans et monsieur demande à mon père « qu'est-ce qu'il va faire plus tard ?» Moi, je regarde mon père, je dis « mais il est con celui-là !» J'ai travaillé chez Léon, oui, pour moi c'est inné, j'ai du jus de moule dans les veines, pour moi c'est toute ma vie. On est loin des 5 tables du début du siècle. Aujourd'hui, c'est 1000 couverts quotidiens et presque 1 tonne de moules préparées chaque jour. Les légumes en moule, c'est oignon, céleri. Ça va? Quand on a fait la casserole, on a mis les légumes au-dessus. À la première vapeur, on retourne, c'est-à-dire que les moules au-dessus avec le légume viennent en dessous. On redonne un coup de vapeur pour ouvrir le moule. Et après, on ramène celle d'au-dessus, retourne en dessous. Et les légumes viennent au-dessus. Alors, comme ça, on a un produit bien fini. Ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas faire chez vous. Hein. Parce que vous n'avez pas la main. Il faut avoir la main, il faut avoir le bain d'huile. Il faut savoir qu'ici, on travaille avec la graisse de bœuf, pas avec une huile végétale. Donc, ce qui permet d'avoir une frite beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus dorée, avec un goût spécifique. Voilà. Cette longue tradition de belgitude a fait des petits. Léon de Bruxelles. Presque 80 restaurants en France et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et même si cette chaîne de restaurants n'appartient plus à la famille Van Lancker, on a tout de même gardé la rigueur des gens du Nord. Donc là, ça c'est des moules Hollande, Triton. Date de conditionnement le 4, DLC jusqu'au 11-10 kg. Ok, ça a l'air bien, les batteries sont... Il n'y a pas de gonflet, il n'y a pas de pété, il n'y a pas de cassé. C'est pour un cahier de charge très strict qui nous permet, dès qu'on reçoit les moules, de bien vérifier la température, de bien voir la traçabilité. S'il n'y a pas de barquettes qui sont cassées ou bien qui gonflent,
Au moins, ça nous permettra d'être sûr qu'on a reçu le bon produit au moment qu'il faut et pour le donner au client. 26, entre 25 et 30% la chair. Pas de moule morte. Non. Ok. T'as goûté? Oui, ceci c'est goûté. C'est bon. Oui. La couleur orange. Trop bon, nickel, il n'y a rien à dire. Les clients vont se régaler. La livraison conforme la température du camion, la température de Ouais, 5 degrés, ouais, voilà. entre 0 et 7, on est bon. Très bien. On a toute une procédure qui est mise en place. Si on a un problème sur un lot de moule, on est capable de dire à n'importe quand, à n'importe quel moment, il faut mettre ce lot, l'isoler, et on est capable de refuser de servir les clients puisque le produit ne correspond pas au cahier des charges. Un cahier des charges extrêmement strict qui permet d'avoir les meilleurs produits tout au long de l'année. Et ce n'est pas si simple quand on travaille un coquillage vivant qui peut se consommer cru. Notre histoire débute à Charon, dans la baie de l'Aiguillon. Comme tous les jours, depuis 41 ans, Yannick Marionneau part avec ses fils au milieu du pertuis charentais cultiver ses moules. Le pertuis, c'est la nurserie de la moule française. Son cycle de production est court, à peine plus d'une année. Donc au mois de janvier et février, on a mis en place une corde de fibres de coco en fibre naturelle sur des bouchots de captage. Et donc là, nous sommes mi-juin. Les larves de moules se sont promenées au gré des courants et sont venues se fixer sur la corde. Ça donne à peu près ça. Et là, on a des densités à peu près de 5 à 10 000 moules au mètre. Des densités de moules importantes, mais qui ne suffisent pourtant pas à satisfaire la consommation française et à rassurer Yannick. L'année dernière, on a perdu 90%, nous personnellement, entreprise, 90% de notre cheptel. Et on fait comment quand on perd 90%? On fait comment? On bosse les chines, comme on dit dans notre jargon. On courbe le dos, on va voir les banques, on va voir l'État, on leur demande, on n'y est pour rien, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Les élevages de moules charentais ont été frappés par un épisode de mortalité sans précédent. En langage savant, on appelle cela une épizootie. 12 000 tonnes de moules, soit 20% de la production française, ont crevé. Devant une telle hécatombe, les mytiliculteurs charentais se tournent vers l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, leur interlocuteur privilégié en cas de crise. Mais les scientifiques se grattent la tête et beaucoup de professionnels se posent bien sûr la question de la pollution des eaux. J'aime pas employer ce terme de polluer, je pense pas, mais le milieu devient agressif. Agressif pourquoi? Peut-être par des produits intrants qui arrivent de par les rivières, des produits agricoles certainement, il faut faire attention aux produits agricoles. Les pesticides, les herbicides, donc qui font le même effet à terre qu'en mer, c'est-à-dire un pesticide, un désherbant, il va tuer le plancton, donc la moule ne pourra pas se nourrir, elle va s'affaiblir. Pourquoi une telle mortalité? C'est la question qui fâche. L'IFREMER avance des raisons climatiques qui auraient renforcé la présence d'une bactérie, le Vibrio splendidus. Mais celle-ci est connue depuis longtemps et n'a jamais fait de tels ravages. On nous dit qu'il y a une bactérie Vibrio splendidus qui existe dans le milieu naturel, hein, mais qui est devenue un peu plus virulente. Et ça vous satisfait cette réponse? Pas vraiment, non, pas vraiment. On attend un peu plus de détails. On aimerait savoir pourquoi l'environnement devient agressif pour la moule. Alors qu'on sait très bien que la moule, c'est un coquillage témoin. Vous allez dans les ports, vous trouvez des moules sur des coques de bateaux, où il y a du mazout partout, où là c'est vraiment très agressif. Ici, on peut regarder, on est en milieu ouvert, on n'est pas sur de l'intensif, on est sur de l'extensif. On se pose des questions quand même. Des questions, Pierre Le Gall s'en pose aussi.
Ce docteur S-Sciences en océanographie et en biologie marine ne croit pas aux raisons avancées par l'Ifremer. Si on analyse correctement et scientifiquement tous les arguments qui ont pu être avancés, ils sont tous faux. La salinité, elle intervient, mais les moules, elles sont quand même assez résistantes aux variations de salinité. Donc ce n'est pas un paramètre mortel, je dirais. Un empoisonnement par une substance qui aurait été amenée par les rivières, eh bien, on aurait dû avoir à la sortie de la baie de l'Aiguillon des pourcentages de mortalité les plus forts. Or là, c'était les plus faibles. Le réchauffement climatique, ça ne peut pas jouer sur quelques semaines, quelques mois. Hein, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui se met en place très progressivement, mais c'est pas ponctuel comme ça ne peut pas provoquer une mortalité. Quant au Vibrio splendidus, bactérie tueuse, selon l'Ifremer, peu crédible pour le professeur. Les germes qui ont été mis en évidence sont des germes qui sont pas des germes pathogènes, ce sont des germes, c'est-à-dire ce ne sont pas des germes qui vont provoquer une maladie. Ce sont des germes qui se développent aux dépens de matières organiques mortes ou d'organismes en cours de mortalité, donc très affaiblis. C'est normal sur des moules d'en trouver au moment où elles vont crever, où elles viennent de mourir, de trouver une quantité importante de ces germes, mais ce n'est pas la cause. Il y a donc bien autre chose dans l'eau qui a tué les moules de la baie de l'Aiguillon l'année dernière. Peut-être un excès d'eau douce lié à de fortes pluies associées à des facteurs bactériologiques. Yannick Marionneau n'y croit pas beaucoup, d'autant plus que ces moules continuent de crever. On s'aperçoit qu'il y a encore un peu de mortalité quand même. Hein. Ah oui. Cette année, quand même, on a été un peu impacté, à moindre, mais on aura quand même un impact de 30% à peu près. On pense on le saura une fois que la saison sera finie, sur le tonnage. Hein. C'est beaucoup quand même. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Le cumul des crevaisons commence à inquiéter les professionnels, car le phénomène a tendance à s'étendre vers le nord, du côté de Noirmoutier, et à toucher d'autres coquillages. Nous sommes dans la baie du Mont-Saint-Michel. Les moules ici sont élevés sur des bouchots, des pieux de bois enfoncés dans le sol. Stéphane est l'un des gros producteurs de la région. Les mortalités de la baie de l'Aiguillon, il en a entendu parler, mais elles ne sont pas arrivées jusqu'ici. Il reste tout de même sur ses gardes, car l'essentiel du naissin qu'il utilise, c'est-à-dire les bébés moules, vient de Charente. Ici, on n'a jamais eu de mortalité. Donc c'est vrai qu'on a été assez inquiets quand nos collègues charentais ont eu des mortalités en 2014. Maintenant, on pense tous que c'est un phénomène qui était très localisé, dû à on ne sait quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison officielle, mais tout semble à penser que ça n'a rien à voir avec une maladie ou quoi que ce soit, qu'on est plus effectivement sur une pollution terrestre ou maritime de quelque sorte que ce soit. On va faire les plus urgentes et puis... On aimerait entendre dire allez, ça vient de là, voilà la cause, mais aujourd'hui personne n'est capable de nous apporter ces réponses-là et c'est un peu inquiétant. On a l'impression effectivement que la mer est un peu délaissée et on aurait besoin d'avoir des vraies réponses de la part d'Ifremer plutôt effectivement que se cacher derrière des études quelles qu'elles soient. Donc messieurs les scientifiques, donnez-nous des vraies réponses plutôt effectivement que des scénarios. Une nouvelle fois mise en cause, l'Ifremer n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est pourtant bien cet organisme qui est chargé de contrôler la qualité des eaux professionnelles en France. 3 types de contrôles sont effectués chaque mois sur environ 350 zones en France. Ifremer recherche les bactéries d'origine fécale rejetées par l'homme et les animaux. Escherichia coli est une bactérie utilisée comme témoin des contaminations microbiologiques
et de présence d'autres germes pathogènes. Les traces de métaux lourds et la présence de phycotoxines sont également étudiées. Car les coquillages filtreurs, comme les moules, concentrent tout ce qu'il y a dans l'eau et peuvent être dangereux pour l'homme à ce titre. Ces analyses aboutissent à un classement. En zone A, les coquillages peuvent être directement commercialisés et consommés. Dans la zone B, ils doivent passer par une phase de purification de 48 heures. En zone C, les moules ne peuvent être consommées que si elles sont purifiées et cuites. Ces critères de bactériologie, ce sont des critères qui visent la santé humaine, mais pas la qualité du milieu. La qualité du milieu, c'est la qualité biologique du milieu, c'est-à-dire son aptitude à ce que les organismes se développent correctement dedans. On peut très bien avoir une eau de qualité A, c'est-à-dire sans bactéries pathogènes, donc vraiment quelque chose qui sur le plan de la santé humaine est très bien, mais avoir une eau qui est complètement impropre à tout élevage, à tout développement d'un certain nombre d'espèces. Dans cette affaire, on peut se demander si les analyses effectuées par l'Ifremer étaient les bonnes. Ont-ils cherché dans la bonne direction? Le professeur Le Gall, fin 2014, dans les colonnes du journal Sud-Ouest, avait déjà donné des pistes de recherche. Pour lui, l'explication de la mortalité des moules de Charente viendrait d'abord d'une pollution liée aux travaux du port de commerce de La Rochelle. On parle ici de 500 000 à 1 million de tonnes de calcaire directement rejetées à la mer sans précaution. La vasière de la baie de l'Aiguillon, comme les vasières qu'on peut trouver un peu partout le long du littoral, produisent de la matière organique plus que la forêt amazonienne, à surface égale bien entendu. Et à partir du moment où il y a eu un dépôt important de particules fines sur le fond, toutes les parties vivantes ont été étouffées. Et ces parties vivantes, comme c'était la nourriture potentielle pour les mollusques, obligatoirement, elles n'ont pas pu se développer. Donc les moules et les coquilles Saint-Jacques et les palourdes sont mortes de faim. Elles n'avaient pas suffisamment de nourriture pour survivre. Les particules de calcaire auraient blanchi l'eau de mer et empêché la lumière de passer, tuant au passage les microalgues dont se nourrissent les moules. Ça explique pourquoi les moules sont mortes. Elles n'ont pas eu à manger. Parce que la production de nourriture, leur production de nourriture ne fonctionnait pas. Il y a des photos qui ont été faites à partir de vues satellites de la baie de l'Aiguillon avant le déroquetage et quelques mois après le déroquetage. Et on voit très bien la différence de couleur. Après le déroquetage, il y a une espèce de lait blanc qui est sur tout l'ensemble de la baie. Mais vous pensez qu'on sait tout ou qu'il y a parfois des accidents qui sont évités de justesse? On ne sait pas tout, non. 10 000 tonnes de moules, soit 20% de la production française, seraient peut-être mortes ainsi, de faim, sans que personne ne s'en rende compte. Et quid des conséquences sur la santé humaine? Qui contrôle les eaux littorales en France et comment? Pas facile de s'y retrouver dans ce millefeuille d'administration et d'associations qui a en charge la bonne santé des coquillages et de leur milieu. C'est pourtant un enjeu de santé publique, dans un pays qui consomme 180 000 tonnes de moules par an. Une évidence aussi, quand on pense que les producteurs de la baie de l'Aiguillon, par exemple, mais ils ne sont pas les seuls, conditionnent leurs produits à bord de leurs bateaux pour les acheminer directement vers le consommateur. Mais ce n'est pas ici que le consommateur prend le plus de risques. C'est en allant ramasser des moules sur l'estran, là où la marée monte et descend.
et qui échappent à la surveillance de l'Ifremer. Ce sont les agences régionales de santé, autres établissements publics dépendant du ministère de l'écologie, qui prennent le relais pour le contrôle sanitaire des coquillages. Sabrina Lepelletier, responsable de l'unité santé et environnement de l'agence, nous présente le dispositif d'alerte en cas de crise. Pour la pêche récréative, l'agence régionale de santé de Normandie contrôle une fois par mois la qualité des coquillages. Et si la non-conformité est avérée, on adresse un bulletin d'information au maire qui doit l'afficher sur le site de pêche à pied. Et on propose au maire de prendre un arrêté d'interdiction de pêche à pied. Et donc, alors vous appuyez sur quelle réglementation pour la pêche à pied récréative? Aujourd'hui, on extrapole en fait les textes sur la pêche professionnelle que l'on applique à la pêche récréative. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de texte qui nous dit clairement, au-dessus d'un seuil, la pêche sera interdite. Voilà. Ce texte n'existe pas. Pas de texte de loi pour contrôler la pêche à pied récréative. Une activité pourtant en pleine expansion. Plus de 2 millions de pratiquants se retrouvent tous les mois sur les côtes françaises lors des grandes marées. Alors, comment savoir si les coquillages sont comestibles? Si les préconisations de l'Agence régionale de santé sont suivies ou tout simplement connues? Sur le port de Granville, au bureau de l'Agence des aires marines protégées, un autre établissement public qui dépend, lui, du ministère de la Santé, Margot Pinel appelle à la vigilance. On ne peut pas pêcher tout et n'importe où. C'est quelque chose de facile, aller ramasser des moules, des coquillages. On les ramène dans son seau, on les cuisine comme à la télé et puis il n'y a aucun risque. Et finalement, il faut faire attention parce qu'on peut être malade. Alors ce ne sont pas des cas très graves, mais il peut y avoir des pathologies type gastroentérite, voilà, des maux de tête, de la fièvre, des choses qui sont liées à une consommation de coquillages qui peuvent être mauvais. S'il est facile de ramasser des coquillages, selon Margot, il est beaucoup plus difficile de savoir s'ils sont bons ou mauvais. On va faire l'essai en direct. Qualité sanitaire, site de pêche à pied dans le département de la Manche. Alors, on a les deux premiers sites qui arrivent et le site de l'ARS Basse Normandie, donc l'Agence régionale de santé. Donc le premier nous informe sur les suivis sanitaires en Bretagne, donc on est en Manche, donc c'est pas le bon département ni la bonne région. Et le deuxième site est plutôt bien. On arrive sur le site de l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie, la pêche récréative, les résultats de la saison 2009, alors qu'on est en 2016. Donc sur internet, effectivement, c'est pas évident, il existe plusieurs sites. C'est pas très clair, il n'y a pas de site national, on peut pas cliquer je vais pêcher à tel endroit, je veux savoir si mon site est ouvert. Et sur le terrain, les informations sont-elles plus accessibles? Pour le savoir, nous nous rendons sur la commune de Bréal, non loin de Granville. Nous rencontrons Florian. Il travaille avec Margot pour le compte de l'Agence des aires marines protégées. Bréal est l'une des plages françaises les plus fréquentées par les pêcheurs à pied. Et pourtant, peu ou pas d'indications sur la santé des coquillages. C'est le petit document qui présente l'état sanitaire du site. On retrouve notamment les suivis en termes de bactériologie, pour les métaux également. Et celui-ci, il date un petit peu, il a 2 ans, donc là, il faudrait que la municipalité pense à le renouveler. Bon, des fois, il y a des oublis, ça arrive. C'est comme ça, nous on essaye justement de surveiller, de rappeler aux élus qu'il faut faire l'effort de mettre à jour pour pouvoir conseiller au mieux les pêcheurs, parce que surtout là on parle d'aspect sanitaire, donc c'est quand même aussi la santé des gens qui est en jeu derrière. Bonjour madame, on distribue des outils gratuitement avec toute la réglementation sur la pêche à pied, et notamment les moules, puisque je vois que c'est ce que vous pêchez principalement aujourd'hui. Toutes ces espèces là, les moules, les palourdes, c'est des espèces qu'on va appeler des filtreurs, et donc qui vont se nourrir en aspirant l'eau finalement. Oui. Et le problème c'est qu'avec les fortes pluies qu'on a connues ces 2 derniers jours, on a beaucoup de pollution qui viennent des villes
qui se déversent dans l'eau. Donc nous, on a tendance à déconseiller la pêche à pied après des gros temps de pluie parce que potentiellement, il peut y avoir un peu de pollution dans les espèces. D'accord. Voilà. Eh ben, merci pour tous ces renseignements. Un dernier petit conseil, oui, évitez de mettre vos animaux dans l'eau. Parce que c'est ce que je vous disais, c'est des filtreurs. Donc ils vont se nourrir en aspirant l'eau. Mais le problème, c'est que là, ils vont au bout d'un moment aspirer tout l'oxygène et risquent de mourir d'étouffement. D'accord. Les moules filtrent environ 30 litres d'eau par jour et concentrent dans leur tissu les toxines et les polluants environnants. Ils sont susceptibles de s'accumuler dans les coquillages et d'intoxiquer les consommateurs. Alors il y a plus de chances de s'empoisonner avec des coquillages ramassés comme ça sur la plage que par les coquillages que l'on achète chez les producteurs professionnels qui sont extrêmement surveillés et qui garantissent un bon état sanitaire. J'ai pas compris pourquoi c'était efficace. François Moncel est médecin urgentiste au SAMU. Pour lui, les toxines accumulées dans les moules sont si puissantes qu'elles sont parfois mortelles. Les plus connus de ces toxines sont des phycotoxines diarrhéiques qui peuvent donner ce syndrome dysenterique, c'est-à-dire une toxi-infection alimentaire avec diarrhée et déshydratation. Tu as une deuxième... Ça c'est grave ou pas? Ah oui, ça peut être grave. Hein. On est souvent hospitalisé pour des diarrhées profuses et des déshydratations importantes. Oui. Il faut être hospitalisé dans ces cas-là. Tu as une deuxième toxine qui est une phycotoxine amnésiante qui va toucher plutôt les centres neurologiques supérieurs, hein, le cerveau, avec des symptômes qui peuvent aller de la convulsion au coma et bien sûr, encore une fois, justifier une hospitalisation. Et puis tu as une troisième phycotoxine qui va toucher plutôt les centres neurologiques périphériques avec troubles de la sensibilité, des paralysies sensitives, des paralysies sensitivo-motrices, qui peuvent aller jusqu'à des paralysies des fonctions respiratoires et le décès du patient. Voilà. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que pour ces toxines, c'est la dose qui fait le poison. Plus tu ingères une dose importante de poison, plus les symptômes seront importants. Alors, comme le dit François Moncel, pour ne pas s'empoisonner, mieux vaut faire confiance aux professionnels et à leurs produits. Rungis, c'est le plus grand marché de produits frais au monde. Au pavillon de la Marée, le premier ouvert, on vend de l'ultra frais. Ici, la vie d'un produit ne dépasse pas 2 ou 3 jours. Nous retrouvons Stéphane, notre producteur de moules de la baie du Mont-Saint-Michel. Il est venu en compagnie d'un chef de Cancale présenter les premières moules de Bouchot de la saison. C'est le début de la saison et puis voilà, c'est les premières ventes. Donc on fait ça sous Rungis pour avoir aussi un petit peu le ressenti des clients, pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc bah écoute, c'est super, c'est super. Vous voulez goûter? La moule Morisseau, la moule de Bouchot. Ah bah alors, ça faisait longtemps. Carottes, chou-fleur, avocat, gelée de cidre. Oh, vous pouvez goûter à tout. Vous voulez un petit verre de vin blanc pour faire passer le tout. Attention, c'est un connaisseur, parce que quand sa femme le cuit trop, ça ne le fait pas. On a essentiellement des poissonniers et ils viennent bien sûr de la région parisienne. Donc ça nous permet aussi de créer du lien avec eux. Et puis on a la chance là aussi d'accueillir des poissonniers qui viennent du sud de la France. On a Sophie Fernandez qui est la MOF de 2015, meilleur ouvrier de France 2015, et qui a fait le déplacement de Gaillac jusqu'à Rungis, et puis avec aussi d'autres poissonniers qui viennent de Albi, enfin voilà, d'un petit peu partout la France. Alors, on est très heureux de les accueillir. La moule de la baie du Mont-Saint-Michel n'est pas une moule ordinaire. C'est le seul produit de la mer à bénéficier d'une AOC, une appellation d'origine contrôlée, depuis 2006, et d'une AOP, une appellation d'origine protégée, depuis 2011. C'est une moule qui doit faire au minimum 4 cm et qui grossit sur les 200 000 pieux de la partie bretonne du Mont-Saint-Michel.
Seuls 70 producteurs installés de père en fils dans 7 villages de la côte ont le droit de produire et de vendre les moules AOP du Mont-Saint-Michel. 10 à 12 000 tonnes par an, un cinquième de la production française. Stéphane est de ceux-là. Avec son équipage, ils ont revêtu leur combinaison pour garnir les pieux de jeunes moules. Alors le bouchon, son principe, c'est que la moule est sur un pieu, comme ça, et en fait, avec le phénomène des marées, eh ben, elle est aussi bien dans l'eau que dans l'air. Et donc ça lui donne une résistance particulière et un goût particulier aussi. C'est ce qui la différencie de la moule de filière, où en fait la moule de filière va rester tout le temps dans l'eau. Donc certes, elle va être plus grosse en coquille, elle va aussi être peut-être plus remplie, parce qu'elle se sera nourrie plus longtemps. Mais par contre, effectivement, elle n'aura pas ce fondant et cet aspect, effectivement, cette saveur particulière de la moule de bouchon. Celui-là, il nous a échappé. On a voulu créer notre propre marque un peu dédiée à mon grand-père, c'est-à-dire mon grand-père s'appelait Morisseau. Et c'est un petit peu un clin d'œil. Donc voilà, on voulait quelque chose d'assez personnalisé et on voulait un petit peu aussi sortir des sentiers battus. Et sur la Morisseau, en fait, c'est une demande de nos clients. Les poissonniers traditionnels voulaient un produit vraiment d'excellence, pas juste du standard. Et donc l'AOP était déjà très bien, mais ils voulaient encore plus que l'AOP. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a eu l'idée de sélectionner un petit peu nos différentes concessions en disant les meilleures concessions, on va les mettre pour ces poissonniers-là. Et c'est comme ça qu'est née la Morisseau. La Morisseau, c'est la Rolls de la moule de bouchon. Plus grosse et plus charnue que la moule de l'AOP classique. Elle se vend 2 fois plus cher, soit environ 8 € le kilo. Elle est aussi la seule à pouvoir concurrencer les moules venues de Hollande, l'autre pays de l'or noir. « 5 heures du matin, nous sommes à bord du Sea Coast, un bateau hollandais qui pêche la moule sur l'Escaut oriental, un fleuve à marée comme on dit ici. 2 fois par jour, 1000 millions de mètres cubes d'eau salée se mélangent à l'eau douce du fleuve. Un paradis pour ces coquillages. En été, les larves de moules naissent par millions dans le nord de la Hollande. « 18 mois plus tard, arrivées à maturité, elles sont pêchées à la drague dans le fleuve. » Sur une parcelle de croissance, on met à peu près 20-30 cm de moule, une épaisseur de 20-30 cm de moule. Donc le mytiliculteur va les répartir, essayer d'égaliser au maximum la parcelle. Sur les parcelles de stockage, là, les quantités sont beaucoup plus importantes. On peut monter à plus de 50 cm de moule. On doit faire 5000 m² par parcelle, mais elles sont côte à côte. Donc, il y a 50 cm de moule sur 5000 m². Voilà, c'est ça. Mais multiplié par un nombre de parcelles impressionnant, quoi. Il y a beaucoup de parcelles. Olivier Camelot est un trader. Il achète et il vend des centaines de tonnes de ce coquillage pour le compte de la société Delta Mossol. Il est aujourd'hui sur l'un de ces bateaux qui pêchent la moule. Dans le bateau, il y aura à la fin de la journée, pas énormément, peut-être 20 tonnes ou quelque chose comme ça, pas davantage. Mais il y a des bateaux sur lesquels ils peuvent revenir au port avec une centaine de tonnes. 2 fois par jour, les bateaux regagnent le petit port de Yersequeux et sa criée, au fonctionnement unique au monde. La personne assermentée, la criée, a noté la hauteur du compartiment pour déterminer le volume. Il connaît longueur-largeur, il lui manquait plus que la hauteur. Là, on va prélever l'échantillon. Donc la personne assermentée, la criée, choisit un endroit au hasard sur le bateau. Ça peut être juste au-dessus ou très en profondeur pour prélever un échantillon qui va être ensuite mis dans un seau et qui va être scellé.
Avant l'ouverture des enchères, chaque lot est analysé. Taille de la coquille, présence de débris ou de parasites sur la moule, taux de chair, tout est passé au peigne fin. La pièce d'à côté, elle, ressemble à une salle d'examen. Derrière leur pupitre, une dizaine d'hommes scrutent en silence un tableau électronique. Origine, producteur, longueur, largeur. Les acheteurs découvrent les caractéristiques du lot de moules mis aux enchères. Chaque acheteur indique le prix qu'il veut payer. La cloche retentit et le lot va au plus offrant. La société d'Olivier vient de rafler la mise. C'est pour ça que je dis que c'est un métier de regret, parce que quand on a le lot, on ne sait pas de combien on a été trop généreux. Est-ce qu'on a donné 1 euro de plus que le suivant, ou 10 ou 100 ? On ne sait pas. En revanche, quand on n'a pas eu le lot, on sait toujours de combien on a été trop radin. Le travail d'Olivier et de ses collègues peut commencer. La taille des installations est impressionnante. Chaque jour, un bateau alimente l'usine en moules. Celles-ci sont déversées dans des containers et arrosées d'eau de mer pendant 8 heures pour les dégorger. Calibrées et débarrassées de leur barbe, elles sont plongées dans une eau de mer glacée pour les refroidir et accroître leur durée de vie. Pesées et conditionnées, elles sont placées alors en chambre froide en attendant leur départ le jour même. Mais avant de quitter la Hollande, des lots choisis au hasard sur la chaîne sont vérifiés et analysés par l'entreprise. Tous les jours, sur différents lots, différents calibres, différentes destinations. Ça, c'est le quotidien. Ici, on a des tonnes d'analyses qui sont faites tous les jours. Il y a par jour, on va dire, minimum 3 à 4, et ça peut être 6, 7, 8 par jour. Il n'y a rien d'obligatoire, mais ça fait partie du contrôle, du suivi du produit que nous offrons, et c'est important. Delta Mossol fait réaliser également une fois par semaine par un laboratoire privé des analyses chimiques et biologiques des moules et de leur environnement. On est quand même dans une partie assez industrialisée de l'Europe, et la zone est en permanence classée en qualité A, et tout est extrêmement contrôlé, puisqu'on est aussi sur une mer intérieure, donc tous les rejets qui sont faits aux alentours sont extrêmement contrôlés. On peut imaginer de ramasser une moule là sur le parc et de la manger maintenant en sortant du parc. Si vous voulez, on peut le faire, on le fait tout de suite, voilà, pas de problème, mais il n'y a aucun souci, voilà. Des zones de qualité B, j'ai pas souvenir en avoir déjà vu ici en Hollande. Pour le vérifier, nous nous rendons au laboratoire SGS d'Anvers qui effectue ces analyses. Surveillance des contaminants chimiques, recherche de phycotoxines et évaluation de la qualité microbiologique. La procédure est la même que celle effectuée en France. Au bout de 24 heures d'incubation, on examine les colonies d'Escherichia coli, qui se présentent sous des formes de petites taches bleues. Voilà un exemple de test positif. On distingue très bien les colonies bleues. Dans ce cas, le test est positif. Le peu d'Escherichia coli démontre la qualité sanitaire de la moule, mais aussi de la qualité de l'eau. Pas de surprise, le taux est bien inférieur à 230 Escherichia coli pour 100 grammes de chair. C'est bien une eau de qualité A, dans laquelle vit la moule hollandaise. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est très attendue sur les tables de la braderie de Lille. Elles sont arrivées ce matin par camion directement des côtes hollandaises, par sac de 15 kilos chez ce restaurateur, une figure lilloise. Tu les poses, tu les claques pas, sinon ça les casse. Des impériales, du gros calibre, des moules bien blanches appréciées par les gens du Nord. Ça arrive dans l'étoile de jute, donc ça, la moule a l'impression d'être toujours dans la mer là, en fait. Parce qu'elle vit avec sa propre eau en fait, elle vit en autarcie.
Dès que tu peux, tu commences à en mettre là, tu vois oh, excuse-moi. Voilà. Si t'arrives à en passer un comme ça et un comme ça, tu vois. Là, ouais. Tu vois, là, regarde, là-bas, t'as un espace, par exemple. Alors, tu vois, là, la fraîcheur, tu le vois, ça, regarde. Tu vois, le jus qui coule, là. Ici, tu vois, ça coule tout doucement. Et sur les tarifs, ils sont imbattables aussi? Ah non, pas du tout. Non. Pour la braderie, elles sont pas bon marché pour nous. Je pourrais gagner plus d'argent. Si on parle d'argent, je gagnerais plus d'argent à faire une qualité inférieure. Mais on ne doit pas décevoir les gens, ils nous attendent, on s'appelle aux moules. Tu vends des moules et si tu vends pas un truc top, tu vas te faire cartonner. C'est bon? Nickel. Et demain matin, il faut pas le prendre sur la tête. Hein. Ouais. Ah non, attention. Allez. La braderie de Lille, c'est le plus grand marché aux puces d'Europe. 33 heures non-stop pour tout vendre et tout acheter. Et pour ingurgiter 500 tonnes de moules et 30 tonnes de frites. Mais au fait, pourquoi mange-t-on des moules le premier week-end de septembre à Lille? Parce que les poulets n'ont pas survécu. Pas cher et facile à déguster, la volaille était probablement à l'origine le plat favori des bradeux. Mais le poulet a raté plusieurs éditions pour cause d'épidémie. Et le mollusque lui aurait alors chippé la place. Ah, c'est bon, hein, on y va alors? On y va. Allez, on y va, vas-y. Bonjour messieurs, dames. Vous êtes combien? 3. À 3, ça va bonhomme? Allez, par ici, on va vous installer s'il vous plaît. Bon appétit. Merci. La fille, elle va jusqu'au milieu de la rue en fait. Et encore on est gentil, tu vois, on ouvre et avant exprès pour qu'il y ait moins d'attente, parce que ça peut remonter jusque la banque là-bas. Voilà. Donc c'est bien, quand c'est comme ça, on est fiers quand même. Hein. C'est qu'on a des clients fidèles, tu vois, qui sont heureux de venir. 4 moules, mettez-moi des moules. La recette la plus vendue, c'est la moule marinière. La fine 2. Ah vas-y, annonce Laurent, des moules les gars, là, il en faut 9. Ah, ça gueule là. 3 moules. Vous commence par laquelle? Voilà. Il pose. Et toi, il te donne le ticket, tu contrôles ce qu'il y a sur le plateau, c'est tout. C'est pas compliqué. Et puis, il y a les frites. Les moules, on les mange avec les doigts, évidemment. Et ben, les frites, tu vois, t'as pas besoin de prendre de couvert. Donc ce côté, c'est la friterie c'est la frite que tu vas trouver au stade, c'est la frite que tu vas trouver en sortant de la kermesse, hein, parce qu'il y a la kermesse pas loin. Tu sais, ça nivelle tout de manger avec les mains. Il n'y a plus de catégorie sociale, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de bourgeois ou de prolos. On est tous pareils. Les habitués de la braderie ont mangé malgré eux des fragments de plastique contenus dans les moules. Du plastique? Dans ce qu'on mange là? Ah bon? Non, je ne savais pas, oui. Non, je ne le savais pas du tout. Non, je savais pas, non, vraiment je savais pas qu'il y avait du plastique. Non, je ne savais pas, mais ça a des conséquences sur la santé, c'est ça le problème. Et en quelle quantité? Eh ben, ça m'inspire que tout est pollué, quoi. Alors, il y en a marre maintenant. Enfin, malheureusement, pas plus surpris que ça. Si on peut pas manger ce qu'on veut, s'il y a du plastique partout, ça craint quand même un petit peu. Car les déchets de plastique qui polluent les mers se sont invités au menu des bradeux. Ce sont des chercheurs belges de la prestigieuse université de Gand qui sont arrivés à ce résultat. Le professeur Colin Jansen a analysé l'estomac de moules pêchés en mer du Nord. Ces résultats sont sans appel. Dans toutes les moules que nous avons analysées, nous avons trouvé des microparticules de plastique. Généralement, il s'agissait de polypropylène ou de polyéthylène. Et en moyenne, sur l'ensemble des stations de prélèvement et pour l'ensemble des moules collectées, nous avons trouvé 0,37 particules par gramme de moule. Cela signifie que pour une moule de 3 ou 4 grammes, ce qui est le poids normal d'une moule comestible, vous avez environ 1 à 2 microparticules de plastique. Si on considère en moyenne que la chair d'une moule représente 30% de son poids total, cela fait 150 millions de fragments de plastique
qui ont été ingérés à la braderie de Lille en un week-end. Donc si un soir, en allant au restaurant, vous en mangez une portion, eh bien vous allez ingurgiter entre 100 et 200 microparticules de plastique. Une infime partie, c'est-à-dire entre 0,008 et 0,5% de ces microparticules pourraient, et j'insiste sur ce terme, pénétrer dans votre intestin et peut-être rester dans votre corps. La véritable question est de savoir si cela peut être dangereux pour l'être humain et si cela peut provoquer des effets négatifs. Est-ce que cela peut provoquer des inflammations? Est-ce que ces particules s'accumulent dans certains organes? Je ne le sais pas, et personne ne le sait à l'heure actuelle. Mais il faut absolument enquêter sur ce phénomène. A priori, selon la communauté scientifique, la réponse est non. Les plastiques n'auraient pas le temps d'avoir un impact sur notre santé, ni sur celle des coquillages. Pour le moment, nous pouvons donc continuer à manger des moules, d'autant qu'elles contiennent aussi beaucoup de nutriments bons pour la santé. Avec ou sans plastique, les coquilles du bivalve finissent empilées sur le trottoir et font le bonheur des amateurs de selfies. Mais aujourd'hui, pour des raisons d'hygiène, les tas de moules, symboles de la braderie, vont disparaître des trottoirs lillois. Les Français mangent de plus en plus de moules, quelle que soit la saison, plus de 180 000 tonnes par an. Alors, pour répondre à la demande, Léon de Bruxelles a franchi un nouveau cap en proposant désormais la vente de plats à emporter. Bon, moi, je t'envoie une moule à emporter Roquefort. Roquefort? Ouais. Ok. C'est bon? Ouais. Allez. Je garde la chaleur pendant 2 heures. De maintenant, 2 heures. C'est non, c'est fait en sorte pour que le client, quand il arrive chez lui, il ait la possibilité de manger encore des moules chaudes, même s'il habite à 20 ou 25 km. Du rouge, du vert, du jaune, toutes les recettes sont à emporter. Donc par exemple pour le curry, c'est les jaunes et pour les marinières, c'est les oranges. Et on a les marins pour les léons. Donc ça nous permet de savoir. Donc dès qu'on réclame, on dit Roquefort, on sait que c'est vert. Si c'est curry, on sait que c'est jaune, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Oui, mais maintenant, on connaît tout. Voilà. Et ben voilà. Merci beaucoup. Bon appétit. Retour dans le Pertuis charentais. Nous sommes au printemps. C'est le début de la commercialisation des moules élevés sur filière. Après 12 mois passés accrochés à une corde, elles sont fin prêtes à être dégustées. On s'aperçoit que là, la moule a fait de la chair. On voit bien là sur l'épaisseur entre ma lame de couteau et mon pouce, l'épaisseur de la chair. Donc là, on est sur un produit à peu près à 30%, 30-32% de taux de chair, avec un goût magnifique. Traditionnellement, les premières moules, on les mange, donc on les ouvre de cette manière, avec un petit morceau de pain sous l'assiette, une vinaigrette. On les trempe dans le vinaigre et on les mange naturellement, avec un peu de vinaigre. Yannick Marionneau, sur son bateau, a retrouvé le sourire. Ces moules ont de nouveau le goût et la couleur qui ont fait leur succès. Mais pour combien de temps? Car la qualité des eaux littorales se dégrade de plus en plus. La justice européenne a d'ailleurs condamné la France plusieurs fois ces dernières années pour son incapacité à améliorer la qualité de son eau. Les mortalités en Charente montrent à quel point la moule, comme tous les coquillages, est fragile. Elle est plus que jamais un animal sentinelle du milieu dans lequel elle évolue.
Ça commence par